Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je rappelle qu'on fait appel à vos dons pour l'instant. Tous les dons sont utiles puisqu'on doit acheter du matériel. Notre seul capital à nous, indépendants, c'est notre temps. Merci de nous aider pour votre liberté. Alors, on découvre un couple aujourd'hui. David Bouillon, bonjour. Bonjour. Docteur David Bouillon. Bonjour Pierre, Alors, bonjour Bam. Elisabeth Béchumeau, une première apparition sur les images. C'était plutôt de nature discrète. Exactement, bonjour. Voilà. Alors, tu as créé une association qui s'appelle La Nous Gardère. avons créé. Nous avons créé La Gardère. Oui. Rappelez qui est La Gardère, pourquoi tu as appelé ça? La Gardère, on remonte au temps des nobles, au temps des châteaux, au temps du Moyen-Âge. Si tu ne vas pas à La Gardère ira à toi. Ça veut dire que ton ennemi s'est adressé à toi de manière perfide et donc tu lui fais la promesse que tu auras sa peau de n'importe quelle manière. Et moi, c'est un film qui m'a toujours frappé par cette injustice, où il arrive à la fin quand même à la rendre, cette justice. Donc si tu ne vas pas vers les soins de santé, ce sont les soins de santé qui iront à toi pour te soigner, te sauver et t'aider. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc depuis le début de la rébellion, en fait, de la révolte, on peut l'appeler comme on veut, vous avez souffert, je sais, beaucoup été, on va en parler, parce que dans une autre émission, il y a des petites victoires maintenant, c'est des petites victoires, on les appelait, et des jugements qui ont été rendus. Comment vous avez vécu ça, Elisabeth, vous deux ensemble? Très mal, moi je l'ai vécu très mal, de se rendre compte qu'on a été salis par des personnes en ayant toujours fait le bien autour de nous. Donc quand j'appelle le bien, c'est pouvoir aider chaque citoyen qui était dans le besoin. Et j'ai vécu cette situation très mal. De manière injuste? Et très injuste, exactement. Il y a des gens qui sont revenus chez vous en disant pardon, ou bien personne? Non, personne. Il n'y a personne. Vous avez eu des gens qui vous ont tendu la main malgré tout? C'est-à-dire que dans cette crise sanitaire, tout le monde le sait, puisqu'on devait rester chez soi avec du dafalgan, alors que les personnes âgées avaient des pneumonies, des septicémies. Donc beaucoup de personnes qu'on a pris en charge, on a vraiment pris leur dignité à bras-le-corps, on les a soignés, on les a sauvés. Et donc il y a une reconnaissance. Donc nous avons notre fondation, si elle existe aujourd'hui, c'est grâce, comme vous, c'est grâce aux dons de ces personnes reconnaissantes, du pauvre au riche. Donc ça veut dire, oui, on a une grosse partie de la noblesse qui nous aide, qui nous a aidés, parce qu'on a soigné des personnes nobles, puisque la septicémie et la pneumonie n'épargnaient personne. Et quand on a 98 ans, c'était le curé qui passait avant le médecin. Et donc je pense que il y a encore dans ce monde beaucoup de gens reconnaissants. Malheureusement, tout le monde a oublié, surtout dans les autorités, on a oublié ce que c'était que la dignité. Cette charte fondamentale, puisque c'est quand même l'article 1, dignité humaine, tout le monde a droit à la dignité, et l'article 2, tout le monde a droit à la vie. Et ces deux articles, qui sont 1 et 2, ont été complètement méprisés par la politique, par la justice, le judiciaire, par une grosse partie de la presse, et par l'ordre des médecins. Alors évidemment, des moments où on a voulu soigner, on a dérangé, puisqu'on était contraire à ce qu'on disait à mes confrères. Et si on disait aux gens de rester chez eux avec du dafalgan, et nous qu'on savait qu'on pouvait sauver des vies avec une prise en charge complète à domicile, par une consultation, par une prise de sang, par un traitement, et qu'ils ne devaient même pas aller à l'hôpital parce qu'ils étaient soignés de leur pneumonie, 10 000 personnes, constatées par un huissier. Oui, la cabale, elle était impitoyable. On a eu des auditions, des perquisitions, on a eu des dénonciations calomnieuses, et voilà pourquoi les victoires se font maintenant, parce que la vérité commence à arriver maintenant en haut de l'escalier. Mais je pouvais vous dire que l'ascenseur était méchant, on m'a traité de tous les noms, jusqu'à même des extrêmes droites, antiracistes, mais anti-vax. Mais de quel droit peut-on accuser une personne qui sauve des vies et une infirmière à ses côtés, alors qu'on a côtoyé la mort quotidiennement chez des personnes? Si on répond, on sauve. Si on ne répond pas, les personnes décèdent à domicile en privation de soins. Donc, Elisabeth, on arrive dans une pyramide démographique qui va faire qu'on aura de plus en plus de vieux. Mais quelles sont les solutions que tu vois, toi? À un moment, tu te dis, mais on va droit dans le mur, en fait. Exactement. Ici, on va droit dans le mur parce que par rapport à l'OMS aujourd'hui, à 60 ans, on est âgé. Oui. Donc ça veut dire que David est âgé, 62 ans, il est âgé, vous êtes âgé. Et je me rends compte que les soins de santé ne sont plus ce qu'ils étaient. Il y a même 20 ans en arrière, ils ne le sont plus. Donc ici, en fait, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que ces soins de santé, que ce soit en milieu hospitalier ou que ce soit à domicile, comme moi je peux faire, qui soient accessibles à tous.
Parce que maintenant, les soins de santé ne sont plus accessibles à tous. Quand on voit l'augmentation des prix des médicaments, quand on voit qu'il y a des gens qui ne savent pas se payer leurs médicaments, qui sont... pour moi, ça, c'est un manque de dignité important. On rappelle que tu as récupéré des médicaments. Oui, une pharmacie solidaire, donc, où j'avais l'appui total d'Écolo à ce temps-là, en 2017. J'avais l'appui total d'Écolo, des engagés et du PS. Tu n'as plus ces appuis-là. Pardon? Tu n'as plus ces appuis-là. Et je n'ai plus ces appuis-là. Donc rappelle que tu récupérais les médicaments qui étaient destinés à la destruction. Tout à fait. 600 tonnes de médicaments sont détruits par an. Et il y avait des médicaments qui n'étaient même pas encore sortis de la pharmacie, qui étaient encore emballés, prêts à l'usage. Et ils étaient obligés d'être détruits parce qu'ils étaient prescrits par un médecin. Et donc des personnes sont en situation d'urgence médicale. Ils n'ont pas accès aux médicaments. Les plus bels exemples, ce sont les sans-abri. Les personnes qui sont pas en règle de mutuelle. Et donc on pouvait apporter des médicaments en urgence. Par rapport à des urgences médicales, diabète, hypertension. Mais si on décide, ça peut être activable, ça. On pourrait relancer. Bien sûr, mais le problème, c'est que dramatiquement, le combat que nous avons mené en 2017 pour la destruction, le gaspillage des médicaments, mais aujourd'hui c'est encore pire, puisqu'on est maintenant dans une pénurie de médicaments en plus. Ouais. Donc non seulement on gaspille, mais en plus on a du mal maintenant de trouver des médicaments, et donc on va dans le mur, parce que 600 tonnes de médicaments qu'on détruit, plus des médicaments qu'on n'arrive plus à trouver, non, Big Pharma a les rênes des médicaments, des traitements et de la vie des gens, donc c'est grave. Moi je le dénonce, d'ailleurs je suis un lanceur d'alerte, ainsi que 7 autres confrères. Si on est lanceur d'alerte, c'est parce qu'on dénonce cette privation de dignité. Et ici, on est dans la pharmacie solidaire, mais ça peut être aussi à cause de nourriture, à cause de soins. C'est une dignité humaine dans tout son ensemble et qui doit toucher chaque personne. Sur la dignité. Je reviens sur la destruction des médicaments et sur ce qu'on a fait à l'époque. Il faut savoir que les médicaments étaient triés par des pharmaciens, dont son frère, qui a commencé à le faire, parce que moi en tant qu'infirmière et en tant que médecin, en fait, ce sont des pharmaciens. Non, ils étaient triés par un pharmacien bénévole. Donc ce sont des pharmaciens bénévoles qui le faisaient pour qu'on puisse remettre les médicaments aux personnes les plus démunies. Donc monsieur le politicien, il est peut-être temps de se repencher. Et on n'a eu aucun problème lié à cette délivrance en urgence de médicaments liés à la pharmacie solidaire. On n'a eu aucune plainte, aucun décès. Au contraire, on a sauvé des vies. Il y a eu des pneumonies, il y a eu des septicémies chez les sans-abri. Ils ont eu des traitements tout de suite dès que le diagnostic a été posé. Alors on dit toujours que si on considère, et je fais partie de cela, que le docteur David Bouillon est un grand homme, il y a toujours une grande femme derrière, c'est toi Elisabeth. Alors raconte-nous un peu la rencontre avec David, ça se passe comment en fait? Donc il y a à peu près maintenant 15 ans que j'ai rencontré David. Donc, tu es infirmière, je suis infirmière, oui, je suis infirmière, donc je suis infirmière indépendante et il y a plus ou moins 15 ans que j'ai rencontré David. David, et alors quoi, c'était le coup de foudre immédiat, comment ça se passe? David est amoureux avant moi. Tout à fait. Donc c'est docteur David Bouillon, on va rappeler que ton combat ne date pas du Covid, hein. Il a commencé en 2016. Explique-nous la genèse de ta révolte. Mais le combat ne commence même pas en 2016, Pierre, puisque ayant vécu la maltraitance par mon père, ayant vécu la maltraitance de ma grand-mère par mon père, et ayant vécu le suicide de mon frère, puisque ce vendredi 4 octobre, ça fera 7 ans qu'il s'est ôté la vie sur maltraitance. On lui dédicace ce moment de cette émission. Maltraitance conjugale, familiale, invisible. Et donc c'est en sa mémoire et en mémoire de toutes les personnes qui sont décédées par privation de dignité qu'on a mené ce combat depuis 2016 avec Elisabeth, qui elle-même aussi a vécu beaucoup de maltraitance par son ex-mari, de violence, pervers narcissique. Enfin, voilà. Donc on est dans le même combat, on est en symbiose et on veut vraiment que cette dignité puisse être chez tout le monde, sans exception, du pauvre au riche et du jeune à la personne âgée. Vous êtes tous les deux de Mons, on ne va pas faire du bashing de Mons, mais est-ce qu'on est dans le côté rural ou le côté province? La violence est plus flagrante que d'autres ou bien? Non, moi je pense que la violence, elle est partout. Oui. Elle est partout. Oui, parce que dans le film, vous allez voir dans le film, c'est à Malmedy, c'est à Bruxelles, c'est à Liège, à Tournai. La maltraitance, elle est partout. Okay. Elle est partout, derrière les murs. Mais elle est invisible, malheureusement. Alors, on parle de dignité avec toi, Elisabeth, c'est ton leitmotiv et ta valeur
C'est ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, donc c'est la dignité. Tu te présentes aux élections. Effectivement, voilà, oui. Du côté de Mons, du coup. Exactement, donc, et aux provinces. Voilà, et donc tu te présentes dans quelle famille politique? Donc en fait, je suis seule, donc c'est le collectif... On peut se présenter seul? Oui, on peut se présenter seul, donc j'ai eu besoin de 150 signatures que j'ai eu sur 2 jours de temps. J'imagine. Je me suis rendue donc, pour déposer mes listes qui ont été accordées, et donc je présente seule, et c'est le collectif citoyen Dignité. D'accord. Un petit rectificatif, c'est 100 signatures. 100 signatures. Ah, c'était 100, oui, c'était 100 et 50. On en a eu 150, oui, voilà, on en a eu 150, mais c'était 100. C'est un couple, ils se disputent. Non, je ne voudrais pas qu'on dise donc, que voilà, oui, n'importe quoi. Admettons, baguette magique, tu es élu, qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier? En fait, c'est de prôner la dignité. D'accord. Parce que pour moi, c'est ce qui compte le plus à l'heure d'aujourd'hui. Depuis que tu as annoncé que tu te présentais, qu'est-ce que tu as eu comme réaction? Tu te sens soutenu? Tu te sens encouragé? Poussé? Eh ben, je suis fortement étonnée parce que oui, effectivement, je suis encouragée. Je suis beaucoup suivie quand même par les réseaux sociaux. Donc je n'ai pas, je vais dire bien au contraire, j'ai des gens qui me soutiennent, qui m'encouragent à le faire. Et j'ai beaucoup de citoyens derrière moi. D'ailleurs, je vais commencer à mettre maintenant mes affiches un peu dans les boîtes aux lettres et les gens se proposent à venir les mettre avec nous. Les autres politiques ont dit qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre qui arrive ou bien En fait, je n'ai pas eu de contact avec les autres politiciens. Je vais vous dire franchement, j'ai pas eu de contact. Maintenant, ben voilà, moi j'essaie, je fais mon possible pour la dignité de l'enfant à la personne âgée. Et maintenant on verra. Alors, je voudrais insister sur ce que Elisabeth dit parce que elle parle toujours d'une manière bon cœur et généreuse, mais elle se présente parce qu'elle a une expertise derrière énorme. Hein. Oui. Donc, elle est sur le terrain depuis plus de 20 ans. Et donc, je peux vous dire que si on se bat pour la dignité, c'est parce qu'on sait que la dignité, elle est absente dans beaucoup de maisons, beaucoup derrière les murs. C'est l'atrocité, c'est vraiment l'abandon. Et donc, quand elle se bat pour la dignité, c'est parce qu'on a la moitié de la population de Mons qui ont besoin d'aide et qui sont complètement dans l'ombre et dans le silence. Il y a un film, donc Steven Spielberg, hein, donc vous êtes arrivé avec un film, donc c'est pas une mince aventure de monter un film, hein, on est bien placé pour en parler. Ça commence très difficile. L'histoire de film. Voilà. Ben, ce serment d'Hippocrate et dignité est un film que j'avais toujours en tête de faire, puisque quand on n'est pas entendu, quand on est censuré, quand on a un protocole qui sauve des milliers de vies, ben, je me dis il faut absolument montrer cette maltraitance, cette privation de dignité. Et j'ai eu la chance, ça c'est une chance, mais enfin on dit qu'il n'y a pas de hasard. Ça se provoque à la chance. Voilà, j'ai rencontré donc Gilles Bréac, donc, qui est le réalisateur, qui était un monsieur qui a eu un problème de santé grave, qui a fait au grand cœur, qui a fait dans le cadre de sa maladie plusieurs hôpitaux sans être pris en charge. Il est arrivé à Saint-Luc in extremis, et donc tout de suite il a abondé dans mon projet, c'est-à-dire d'aller à la rencontre donc de personnes âgées qui ont été pris en charge par notre film documentaire. Donc oui, c'est bien ça, c'est un film documentaire. Non, 100% vrai, ça dure 2 heures. Il y a plus de 50 heures d'enregistrement au total par les témoignages. Mais dans ces 2 heures, nous avons des personnes de 62 ans, comme une personne de 100 ans aujourd'hui, qui témoignent de ce refus d'être soigné, qui témoignent de cette privation de dignité et de soins, que ce soit à Bruxelles, à Liège, à Tournai, à Mons ou à Charleroi. Et c'est un film tellement émouvant, poignant, parce que ces personnes qui ont été victimes de cette privation de soins, ils ont eu la volonté, la force et le courage de témoigner encore une fois de ce qu'ils ont vécu avec une larme au bord des yeux, parce que j'ai découvert dans ce film, et je ne le savais pas, mais on ne parle pas toujours de la maltraitance des personnes âgées. Il y a aussi une dame qui démontre l'existence de sa maltraitance en tant qu'enfant et en tant que femme battue. Donc cette maltraitance, pour finir, elle touche tout le monde dans ce film, et ça doit être vu. Ça doit être vu parce que si ce qui arrive à votre voisin ou à votre collègue ou à votre même pire ennemi, ça peut vous arriver à vous à n'importe quel moment. Et quand vous prenez votre téléphone et que vous entendez un médecin qui dit « je ne viens pas », eh ben, c'est eux qui le disent, c'est eux qui l'ont vécu. Et c'est ça qui s'est passé pendant cette crise sanitaire. Je ne me déplace pas. Écoutez, hier, j'attends un coup de téléphone d'un journaliste de Sudinfo. Donc hier, vous voyez en ligne une personne âgée de 86 ans, qui est presque aveugle, qui a 2 cancers, qui ne sait pas se déplacer,
et qu'il y a eu un contrôle mutuel. Et ce contrôle mutuel, maintenant, réduit donc le passage de l'infirmière à 2 par semaine au lieu de tous les jours, alors que ce serait le contraire qu'il aurait fallu faire, c'est de l'aider davantage dans cette souffrance quotidienne. Eh bien, je me dis, CPAS, mutuelle, autorité, donc le monde judiciaire qui ne traite pas les maltraitances tout de suite, les procédures longtemps, et je me dis, mais dans quel monde nous sommes? Nous sommes dans un monde déshumanisé où la dignité humaine est vraiment à la dernière priorité de nos responsables, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est grave. On vous invite tous le jeudi 17 octobre, oui. 19h, oui. Imagibraine, oui. projection du film. Il y a plein de places dans la salle. Hein. Oui. On mettra toutes les informations en dessous de l'écran. Ici en dessous, hein, ou plus tard à panneau, mais en tout cas, venez. Oui, et on peut poser même des questions après, voilà. Sans problème, c'est une espèce de film débat, voilà. Parce que c'est important. C'est important parce qu'après, les personnes disent quand même, ah mais j'ai vécu ça avec mon papa, j'ai vécu ça avec mon grand-père, j'ai vécu ça. Mais donc, au lieu d'attendre le drame, on peut maintenant agir tout de suite. Lagardère, si tu ne vas pas à Lagardère, le film vient à toi. Il y a aussi, on a dévoilé sur le site BAM, vous pouvez via Vimeo acheter les droits de ce film, le regarder, le partager, le regarder en famille, le regarder les amis, l'envoyer des gens qui sont peut-être dans le déni, hein, qui n'osent pas, c'est ça qui est important. On va terminer cette première partie ici, on va parler plein d'autres choses après. Je rappelle, avec David Bouillon et sa charmante épouse Isabelle Béfumeau, je rappelle que tu vas t'engager sur une liste, on peut voter pour toi. Seul. La liste 6. Voilà, liste 6, numéro 1. Oui, numéro 1. Et numéro 1. Donc, et voilà, comme dirait Lagardère et D'Artagnan et tout, c'est une pour tous et tous pour une. Voilà, tous derrière la dignité, parce qu'Elisabeth est seule en politique, mais elle est fort entourée, fort encadrée et protégée en coulisses. Et le fil conducteur, c'est vraiment tous pour la dignité humaine. C'est la dignité humaine qui est le moteur du film, de la politique et de tout ce qu'on fait ensemble depuis 2016. C'est la dignité humaine. On s'est connus parce qu'une personne t'a alerté que nous vivions dans une caravane. Quand tu es venu, je n'étais pas dans la mansarde. Et il y avait 2 personnes qui écoutaient ce qu'on disait. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle équipe! Il reçoit tout le monde, de n'importe où, de la France, de partout. Et ils sont débordés et quand même ils s'accrochent. Mais ça donne de l'espoir. Même sous la contrainte, ouais. Le serment est respecté. Après cela, elle a quand même été donc mise au tutelle. Ça a été pour elle un choc terrible. Pour les 3 premiers mois après sa mise au tutelle, j'ai dû être ici jour et nuit. Je pense qu'il sauvait la vie. On recontacte le docteur Bouillon et là il nous dit si vous laissez à l'hôpital, il va mourir, il faut le sortir. Et au niveau de ton médecin traitant, alors est-ce que tu as eu un suivi régulier par rapport à ça? Je l'ai vu qu'une fois. Il n'y a pas de suivi qui a été fait, sauf chaque rendez-vous que j'avais à l'hôpital pour me prescrire l'insuline que j'avais besoin. Quand il s'entend, à peu de choses près. Même si c'est fichu, il faut juste se dire que de toute façon, il faut mettre tout en œuvre pour que la personne, si elle doit mourir, si c'est son heure, pour qu'elle meure dans des conditions d'hygiène et de dignité. Voilà, c'est ça la chose qui compte.